8h18 sur Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin l'ancien conseiller politique de Jacques Chirac, Jérôme Monod. Bienvenue Jérôme Monod, bonjour. Bonjour. Est-ce que les Français vivent 2 ans avec Nicolas Sarkozy ou 2 ans sans Jacques Chirac? Jacques Chirac n'est pas la question. Jacques Chirac est parti et Jacques Chirac, il a fait son travail jusqu'au bout. Il a une cote de popularité qui est très très grande parce que il a... Parce qu'il ne gouverne plus. Non, parce qu'il a une personnalité que les Français aiment. Et un homme politique doit être aimé. Nicolas Sarkozy est au bout de ses 2 ans. Les difficultés s'amoncellent. Certes, il a fait beaucoup de choses, mais il faut redoubler d'efforts. Dans un monde et une Europe en crise grave, comment vous jugez qu'il préside et qu'il gouverne le pays? Écoutez, il préside autant qu'il peut le faire, aussi bien qu'il peut le faire, mais c'est très, très difficile. Qu'il peut le faire ou qu'on peut le faire aujourd'hui? Non, qu'il peut le faire. Parce que je crois que c'est très difficile et je crois que il n'y a pas d'homme qui, à l'heure actuelle, peut être maître de la situation en France. En France et ailleurs ou en Europe et dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes du monde qui se déversent sur la France. La France a ses propres problèmes et je ne vois pas très bien qui peut être à la hauteur de la difficulté de ces problèmes. Dans vos mémoires, Les vagues du temps qui sortent chez Fayard, vous dites qu'en 1977, vous regardiez Nicolas Sarkozy, c'était un meeting, et vous disiez « J'éprouve un certain sentiment paternel pour ce jeune garçon si doué qui se donne un mal fou ». Oui, c'est vrai, c'était au début de sa carrière politique, il était vice-président des jeunes RPR. Il faut maintenant qu'il se donne un mal, non pas fou, mais un mal redoublé, si c'est possible. Et Jacques Chirac, président de la République, avait naturellement un style différent. Est-ce qu'il avait moins de pouvoir que son successeur? Non, il n'avait pas moins de pouvoir, il avait un pouvoir qui était organisé de façon différente, mais il avait le pouvoir sur l'essentiel, et je pense d'ailleurs que le pouvoir doit se partager. Ce qui n'est pas le cas. C'est moins le cas. Avec une certaine rage dans le livre, vous en prenez à l'argent. Ça peut surprendre venant de votre part, parce que vous avez dirigé d'ailleurs la Lyonnaise des Eaux pendant 21 ans, connu, fréquenté des tas de gens qui sont dans le CAC 40. Avec une rage, vous en prenez à l'argent. Vous dites, la violence et l'argent sont intimement liés. Et au cœur des violences, dans les États, dans l'administration, dans l'économie, l'argent. Et vous en prenez à toutes les formes d'attirance pour l'argent. Oui, parce qu'il n'y a plus les valeurs d'autrefois. Les gens veulent de l'argent. Ils veulent plus d'argent. Pour cela, il faut le pouvoir. Et sinon, pas le pouvoir, il faut la violence pour l'avoir. Et je pense que partout dans le monde, mais en France, et peut-être d'abord dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, l'argent est devenu véritablement le pourrissement de la société. Vous dites ceux qui ont de l'argent obéissent à leur instinct, en vouloir plus et prendre aux autres. Et oui, parce que c'est la loi de la violence. Ouais. Faut-il vous ranger parmi les soutiens des salariés et des cadres en lutte contre la voracité des multinationales? Écoutez, non, il y a des excès qui sont parfaitement condamnables, c'est évident. Mais je suis contre les séquestrations, pour parler clair, parce que ça ne sert à rien. Et d'autre part, c'est condamné par la loi. Mais je comprends parfaitement la colère des salariés. Mais il faut également, je suis contre le fait que des chefs d'entreprise licencient sans prévenir, en emmenant les machines hors de France et sans faire ce qu'ils ont à faire, des milliers de salariés. Par conséquent, je pense que la France n'est pas à feu et à sang, mais je pense qu'il y a une conduite, il y a un comportement sur lequel il faut insister, bien meilleur, et qui est absolument indispensable. Jérôme Monod, vous n'êtes pas loin de penser qu'aujourd'hui, justement, des événements graves et des secousses sociales, si elles existaient, provoqueraient un sursaut salutaire chez les Français. Est-ce qu'il faut que l'on passe par là? Je pense qu'on va être obligé d'en passer par là, parce que il y a un grand silence qui règne sur la France, aussi bien sur le plan politique. Quand on remarque que Nicolas Sarkozy a un taux de confiance qui est assez faible, qui est très faible, mais en même temps qu'il est en tête pour les intentions de vote. Ça montre que les gens ne sentent pas encore ce qu'il faut faire et ce qui les attend. Donc, mais dans toute l'Europe, les gouvernants sont en difficulté. Dans toute l'Europe, c'est pour ça que je pense mais c'est un mouvement général en Europe qui sera à ce moment-là encore plus inquiétant. L'Europe, le monde anglo-saxon, la Chine, je pense que tous ces pays-là sont à l'heure actuelle en période de transition et qu'on n'a pas retrouvé les principes régulateurs que de tout temps, certains ont essayé de... Mais pourquoi faut-il passer par des événements dramatiques ?
Parce que les choses ne se règlent jamais d'elles-mêmes. Il faut des efforts considérables, soit de la communauté, soit des efforts considérables des hommes. Or, il n'y a plus de héros à l'heure actuelle, comme il y en a eu dans l'histoire de France à certaines époques. Oui, mais ils naissent selon les époques, les héros. Ils naissent selon les époques, mais il y en a un qui est né il y a plus d'un siècle, c'était le général de Gaulle. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Quand le général de Gaulle est revenu en 1958, il y a un grand souffle qui a traversé le pays. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, maintenant, il faut... On ne va pas vivre avec l'attente du général de Gaulle, non, ou de mais son retour. Il faut vivre dans l'attente d'une prise de conscience de la communauté française, européenne. Vous avez dirigé, Jérôme Monod, je l'ai dit tout à l'heure, les Lyonnaises des Eaux pendant 21 ans, et vous dénoncez dans le milieu économique la mafia, l'industrie du crime et la corruption. Est-ce que c'est-à-dire que pour obtenir un chantier, vous êtes arrivé quelquefois, vous, de payer? Non, je dénonce la mafia que j'ai rencontrée aux États-Unis et que j'ai rencontrée, je le dis, à Taïwan. On la rencontre dans le monde. Elle existe aussi en France. Notamment dans certaines régions et dans certains types d'activités. Alors, c'est toujours très difficile de frôler la ligne jaune sans la dépasser. Le MEDEF vient de créer un comité des sages. Il y a été peut-être encouragé pour pas très dire bonne chose. Il est présidé par Claude Bébéard. Est-ce que c'est un bon choix rassurant et exemplaire? C'est un choix... C'est un choix qui est bon si l'homme est totalement libre, c'est-à-dire s'il coupe tous ses liens avec la communauté économique et financière, notamment ses conseils d'administration. Parce qu'on ne peut pas juger les présidents de société en étant soi-même dans les conseils d'administration où se trouvent les présidents de société. Donc vous voulez dire que le BBR n'est pas encore tout à fait libre? Je dis qu'il n'est pas libre dans la mesure où il conserve des attaches avec le monde financier. Alors même si vous vous êtes engagé, Jérôme Monod, avec une haute idée de la politique, il faut rappeler que vous avez été aussi instigateur et organisateur de coups parfois bas, avec le regard là bleu et froid du stratège qui ne déteste pas cogner. Dans votre vie, vous êtes arrivé de cogner, il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai. Ouais. La vie n'est pas une école du dimanche. Ouais. Oui, une colonie de vacances, comme vous dites. Alors, je recommande votre galerie de portraits. Elle est joyeusement assassine Pierre Juillet, Marie-France Garot, le couple infernal qui tua Chaban-Delmas. Vous avez contribué à les affaiblir. Vous griffez Dominique de Villepin. Les rapports avec lui étaient difficiles, car il était extrêmement personnel. Il avait une idée excessive de lui-même et confondait parfois son propre destin avec celui de son patron, ne le considérant pas toujours comme quelqu'un à qui le respect était dû. Il a beaucoup servi Jacques Chirac en même temps qu'il songeait à lui-même. Mais vous avez beaucoup de considération pour François Fillon, il va être étonné. Oui, j'ai beaucoup de considération pour François Fillon, que j'aime beaucoup, je suis lié d'amitié avec lui, et ce que je veux dire, c'est que je ne règle pas des comptes, je décris simplement un certain nombre de choses que j'ai vues. Oui. Par exemple, il y a toute une génération nouvelle, il y a des fleurs et des épines pour certains d'entre eux. Jean-François Copé, là, vous le louez. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah ben justement. Je le loue, je lui souhaite bon anniversaire. Un homme de qualité. Et bonne chance pour l'avenir. Un homme de qualité, parfois déroutant et irritant aux yeux de plus d'un, mais quelle capacité de travail. Il n'aime ni les échecs, ni les retards dans sa carrière. Il est plus calculateur que le l'est Xavier Bertrand, qui sera l'invité demain. François Barouin, avec son air de Rimbaud de la politique, son gaullisme indiscutable, bon orateur, etc. Sa proximité avec Jacques Chirac a suscité pas mal de jalousie. Il en a souffert. Et puis il y en a pour Valérie Pécresse, par exemple, une jeune pousse brillante, un des bébés Chirac les plus prometteurs. C'est peut-être pas un cadeau que vous lui faites, hein, Jérôme Monod. Elle le dit elle-même, et je crois qu'elle a raison. Il faut pas renier son passé. On est ce qu'on est. Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais vous dites, allez, on va élargir pour terminer. Vous dites que la France est en meilleur état qu'elle ne le pense. Elle est beaucoup plus capable de se réformer que le croit une partie de ses élites. Je crois qu'effectivement, les élites se trompent sur la France et ne la servent pas comme ils devraient le faire et comme ils l'ont fait dans le passé. Ils devraient regarder le monde et s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde et savoir prendre des leçons de ce qui se passe ailleurs. Et vous faites une recommandation, j'en termine par là, qui peut être appliquée à la France et à l'Europe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, que Jacques Chirac conseillait autrefois sa majorité, mais en citant Gengis Khan, séparés et comme dans un carquois flèche par flèche, vous n'êtes rien. Réunis dans un faisceau serré, personne ne pourra vous briser. Ça, c'est la devise de l'UMP. Oui, Gengis Khan. Mais vous savez, il y a une phrase qui est également un avertissement pour tous les hommes politiques et d'ailleurs pour tous les hommes de façon générale. Il est difficile de se mettre au-dessus des autres de façon honorable. C'est le général Tang, pendant la longue marche, qui a fait la longue marche en Chine à pied, alors que Mao la faisait à baldaquin.
Merci Jérôme Monod. Merci Jérôme Monod. Les vagues du temps chez Fayard. Vous l'avez dit Jean-Pierre, votre invité demain. Xavier Bertrand.